Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La revue de presse qui commence avec évidemment la presse marocaine qui se penche sur Nador Westmed, nouveau hub portuaire du royaume. En effet, selon Le Matin, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal de Casablanca une réunion de travail consacrée au complexe portuaire et industriel de Nador Westmed, dont le démarrage opérationnel est prévu au 4e trimestre de cette année. Et à cette occasion, le souverain a donné ses hautes instructions afin d'assurer un lancement réussi du projet, en veillant notamment à l'accélération des programmes de formation adaptés, au renforcement de l'employabilité des jeunes et à une répartition équitable des retombées économiques, sociales et territoriales au profit de l'ensemble des provinces concernées. Mais concrètement, Nador Westmed, c'est quoi? Alors, selon Industrie.ma, le projet représente 51 milliards de dirhams d'investissement public et privé. Les infrastructures portuaires de base sont aujourd'hui achevées avec 5,4 km de digues, 4 km de quais, 4 stations énergétiques et des concessions déjà signées pour 2 terminaux à conteneurs. À cela s'ajoute un hub énergétique stratégique avec le premier terminal de gaz naturel liquéfié du pays, capable de traiter 5 milliards de mètres cubes par an. On n'est donc pas face à un simple port, mais c'est tout un écosystème industriel, logistique et énergétique pensé pour renforcer la compétitivité du pays et surtout sa souveraineté énergétique. Et les effets commencent déjà à se faire sentir sur le terrain. Selon Infomédiaire, le groupe chinois Yongshen a lancé dans la province de Driouch, à seulement 55 km de la ville de Nador, la construction de la plus grande usine de pneus d'Afrique pour un investissement de 6,7 milliards de dirhams. À la clé, 1737 emplois directs et une capacité de production de 18 millions de pneus par an, largement orientés vers l'export. La proximité avec Nador Westmed est donc stratégique. Elle permet d'intégrer immédiatement l'industrie locale aux grands flux commerciaux européens et africains, illustrant le rôle catalyseur que ce port est appelé à jouer pour le développement régional. Mais au-delà des infrastructures et des investissements, la gestion des ports est tout aussi fondamentale. Selon Les Échos, l'Agence nationale des ports a organisé au port de Casablanca un séminaire de travail pour repenser la façon dont elle pilote ses performances. Concrètement, l'objectif est de mieux suivre ce qui marche, ce qui bloque et ce qui doit être corrigé dans la gestion des ports marocains. L'ANP veut des outils plus clairs pour mesurer l'efficacité des ports, leur impact économique, environnemental et social, et surtout améliorer la coordination entre ces équipes sur le terrain. La presse remarque aussi le retour du nucléaire sur le continent. Et oui, longtemps marginal dans les débats du continent, le nucléaire revient au centre du jeu, non pas comme un luxe technologique, mais comme une réponse stratégique à 3 urgences: le déficit énergétique, la pression climatique et la recomposition des alliances internationales. Et premier signal fort, c'est le cadre juridique. Et selon Africa News, le Burkina Faso a adopté la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires. Alors que dit ce texte? Simplement que l'exploitant est entièrement responsable en cas d'accident et doit garantir l'indemnisation des victimes. Un texte loin d'être symbolique car c'est un passage obligé pour toute coopération nucléaire internationale. Cette décision accompagne un partenariat déjà engagé avec la Russie et sa société Rosatom. Un article publié dans la Tribune rappelle une chose essentielle: détenir de l'uranium ne suffit pas. Le Niger, depuis sa décision de mettre à l'écart le groupe français Orano, cherche de nouveaux partenaires pour relancer sa production. Le pays pilier historique de l'uranium mondial se retrouve aujourd'hui à un tournant: continuer à exporter une matière première brute ou mieux maîtriser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et c'est précisément ce raisonnement qui pousse plus loin la Namibie. D'après The Villager, quotidien namibien, le pays, premier producteur africain et 3e mondial d'uranium, ne veut plus simplement alimenter les centrales étrangères. Et pourtant, en 2025, son secteur a exporté pour près de 26 milliards de dollars de minerais bruts vers la Chine, les États-Unis, le Canada ou la France. Mais il y a là un paradoxe: la Namibie alimente les centrales des autres tout en restant dépendant des importations électriques. Et face aux sécheresses, à l'insécurité énergétique régionale, Windhoek assume désormais le nucléaire comme option nationale en misant sur des réacteurs plus petits,
plus flexible et surtout encadré par les standards internationaux. Mais cette ruée vers le nucléaire se heurte à une réalité globale. Selon le Daily Maverick, l'Afrique du Sud illustre les limites de ce moment. Pretoria veut ajouter jusqu'à 5000 mégawatts nucléaires d'ici 2039, mais elle arrive tard dans une course mondiale saturée. Compétition pour les ingénieurs, explosion des coûts, chaîne industrielle saturée par les grandes puissances et même les géants du numérique. L'Afrique du Sud paye aujourd'hui 17 ans d'hésitation stratégique. Le nucléaire reste possible, mais est devenu plus cher, plus lent et hautement géopolitique, avec des choix sensibles entre partenaires chinois, russes ou sud-coréens. En clair, entre déficit énergétique, uranium stratégique et concurrence mondiale, l'Afrique aborde le nucléaire comme une nécessité pour ne plus rester en bas de l'échelle de la chaîne de valeur. La presse rapporte aussi les inquiétudes de plusieurs ONG, des organisations non gouvernementales, sur des crises humanitaires rendues invisibles. En effet, en 2025, d'ailleurs, certaines crises humanitaires n'ont pas disparu, elles ont simplement disparu des radars. Et selon un rapport de l'ONG CARE relayé par H24 Info, près de 43 millions de personnes vivent dans des crises humanitaires, parmi les moins médiatisées au monde. Et 80% de ces crises se situent sur le continent africain. La République centrafricaine, la Namibie, le Malawi, la Zambie ou encore le Zimbabwe figurent en tête du classement, avec des situations d'urgence pourtant durables, avec des conflits de basse intensité, des sécheresses chroniques, des sécheresses historiques et aussi de l'insécurité alimentaire chronique. Alors pourquoi ces crises restent invisibles ? France Info répond en analysant la couverture de 345 000 médias en ligne. Et en 2025, les 10 crises les moins couvertes n'ont généré que 40 000 articles, soit 55% de moins qu'en 2024. Et à titre de comparaison, le mariage de Jeff Bezos a suscité 63 fois plus d'articles que la situation en Centrafrique. Or, comme le résume l'ONG CARE toujours, sans couverture médiatique, pas de pression publique, et sans pression, pas de décision publique, et sans décision, pas de financement. Alors, conséquence directe, c'est justement le sous-financement de ces crises. Et toujours en 2025, les plans humanitaires des Nations Unies pour le Zimbabwe ou le Malawi n'étaient financés qu'à 14% et celui du Honduras à 11%. Cette situation est aggravée aussi, rappelons-le, par un contexte mondial défavorable, le gel massif de l'aide américaine, des coupes budgétaire en Europe et surtout la remise en cause idéologique de la solidarité internationale, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, toujours selon l'ONG CARE. Et autre facteur clé, le changement climatique. Comme le souligne Reporter, il est désormais commun à ces 10 fameuses crises oubliées, sécheresses répétées en Afrique australe, inondations destructrices à Madagascar, effondrement des récoltes en Namibie ou en Zambie. Ces chocs progressifs détruisent durablement les moyens de subsistance comme l'accès difficile à l'eau. Aujourd'hui, jusqu'à 80% de la production agricole locale a disparu dans certaines zones. Alors, n'oublions pas que l'invisibilité de ces crises ont un coût humain immense, d'où l'importance de ne jamais cesser d'en parler, de ne jamais cesser de les dénoncer. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 janvier 2026. Quel autre 29 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? C'est un jour extrêmement important pour l'histoire du Maroc. Et d'ailleurs, c'est le 29 janvier 1944 où des manifestations éclatent à Rabat et Salé en réaction à l'arrestation par les autorités du protectorat des leaders nationalistes signataires du manifeste de l'indépendance présenté le 11 janvier de la même année. Les marches populaires composées d'hommes et de femmes sont violemment réprimées. Les forces coloniales dispersent les foules par la force, faisant plusieurs morts et de nombreuses personnes arrêtées. Le mouvement s'étend rapidement à d'autres villes du royaume, notamment à Casablanca, Fès, Meknès et Marrakech. Ce soulèvement s'inscrit dans une dynamique nationale plus large, portée par le peuple marocain, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed V, affirmant clairement le rejet du colonialisme et l'existence de l'indépendance totale. La répression du 29 janvier 1944 marque un tournant. Elle brise le rapport entre les mouvements nationaux et les autorités du protectorat et accélère le processus qui conduira, malgré l'exil du souverain, à son retour le 16 novembre 1955 et surtout à l'indépendance du Maroc. Un rappel historique essentiel pour comprendre comment la mobilisation populaire et politique a façonné le chemin du Maroc vers sa souveraineté et pourquoi cette date demeure un repère central de la mémoire nationale.
Merci beaucoup, Myriam Kokaïna.